Du coup, vous êtes un absolutiste. Vous arrivez, vous posez un programme et vous dites « je n'y toucherai ni de près ni de loin ». Ça s'appelle être pas un fils de pute en fait, genre c'est même pas radical. Vous savez là. Oui c'est ça, c'est vraiment tout le monde baisse son froc et pas vous, vous n'avez pas honte. Oui mais sauf que ça devient, vous êtes contre la démocratie. Ah. On va regarder Manuel Bompard, on va regarder Cranidos sur BFM. Donc oui, rappel, on regarde la discussion, mais le cornu a été annoncé comme Premier ministre. Donc c'est déjà un peu obsolète de ce point de vue-là. Mais c'est intéressant de voir que Macron, il a été aussi rapide. Pourquoi il a été aussi rapide? Pourquoi il a refusé de s'exprimer à 20 h la veille du 10 septembre? Eh bien, il avait invité la plupart des membres de son ancien gouvernement, mais à l'heure qu'il est, ils ont commencé à... C'est quoi cette musique de merde? Il y a juste un bip. Regardez. Eh bien, il avait invité la plupart... Bip. Bip. On vous accueille, Manuel Bompard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur national de la France Insoumise. Face à vous... Là, il est... Non mais, regardez. Là, il est en water cooling, là. Là, en fait, il a fait chauffer le processeur. Et là, il est en processus de water cooling. Là, il y a déjà différentes tâches en arrière-plan. Si bien que ses yeux, ils partent dans tous les sens. Là, il est comme ça. Là, il a 40 tâches en fond, il est comme ça. Quand il est comme ça, c'est que ça chauffe, là. La question, évidemment, c'est de savoir l'après. Est-ce que vous restez toujours sur votre... Mais ils ont tous un petit sourire malicieux. Ils sont tous comme ça. Toujours comme ça en début d'interview. On a réussi à avoir un député de LFI. On va se faire bouffer. Parce que je pense qu'avec Cranidos, ils savent qu'ils vont se faire bouffer en général. Ils sont pas en mode on va la voir. Non, ils ont un peu peur pour eux quand même. Demande de où est-ce que, au fond, vous vous dites, en entendant Olivier Faure tout à l'heure à ce même micro, eh ben que... quelques avancées, pour reprendre l'expression de Marine Tondelier, valent mieux que rien. Bon, d'abord, je veux dire qu'aujourd'hui, c'est une date historique, c'est une journée historique. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un gouvernement tombe après avoir demandé le vote de confiance. Et je voudrais quand même... C'est vrai, hein, c'est une première de la 5e. Hein. Mais parce que normalement, le vote de confiance, tu l'utilises pas pour faire genre, tu vas voter la confiance et en fait, c'est juste pour précipiter ton départ. Ça n'est jamais arrivé. Ça, c'est des strates macronistes évoluées. Elles sont fascinantes. Elles sont fascinantes de mauvaise foi et d'hypocrisie. Mais du coup, ça n'est jamais arrivé, c'est vrai. Je veux me dire que pour beaucoup de Françaises et de Français, c'est un soulagement aujourd'hui. Parce que le plan Bayrou promettait beaucoup de souffrance pour les Françaises et les Français. Et donc, faire tomber le gouvernement, c'est faire tomber ce plan. Vous avez parlé de bonheur, carrément. Oui, bien sûr. Mais il y a parce une crise que moi, politique et vous parlez de bonheur. Contrairement à d'autres, parce que j'ai... Ah ouais, un peu de bonheur quand même. En fait, on n'est pas sorti d'affaires, mais ça fait du bien de les voir se mettre des bâtons dans les roues. En fait, ça fait du bien de les voir chuter un peu. Ok, c'est toujours le président, ok. Ça fait du bien de le voir suer, quoi. De paniquer, de pas venir s'exprimer à 20 h. Ça a refait ma journée. Savoir qu'il a pas osé s'exprimer parce qu'il a peur de l'effet que ça aurait sur le 10 septembre, sur demain. Moi, désolé, mais ça me refait ma journée. Le rapport de force est présent, ça me rassure. Vous pensez que c'était la crainte de ce mouvement qui a précipité aussi cette forme de suicide politique? C'est pas seulement ce que je pense, c'est que M. Bayrou l'a dit, j'ai écouté avec attention ce qu'il a dit, je crois, samedi sur une des chaînes concurrentes. Et c'est pour ça, les gens, lâchez rien, vous vous rendez compte? Juste le rapport de force, de faire exister dans leur imaginaire un mouvement, une espèce de fond de gorge gilet jaune dans la gorge des macronistes, rien que ça les a mis en difficulté. Alors imaginez si en plus on le fait. Imaginez si en plus on refait les gilets jaunes ou un truc comme dans le genre, tu vois. Maintenant, ce soulagement, pour qu'il soit durable, forcément, ça nécessite que la chute du gouvernement de M. Bayrou s'accompagne et conduise à un changement de politique. C'est ça la question qui nous est posée. Et donc la question qui nous est posée pour l'après, c'est qu'est-ce qui permet... Bon alors, là l'interview, on sait pas encore que le cornu va être élu. Donc peut-être si ça tombe, ça va être chiant. Et ils vont juste tourner autour du pot en mode qui vous pensez qui va élire. Bon maintenant on a déjà répondu à cette question aujourd'hui. Ça permet d'obtenir ce changement de politique. Et évidemment tout scénario, toute manœuvre, toute tambouille qui consisterait à essayer de trouver une combinaison politicienne pour permettre à Emmanuel Macron de continuer à appliquer sa politique, ne permettrait pas de sortir... Mais là, on est dans un moment politique très, très important. Hein. En fait, quand une interview est obsolète littéralement le lendemain, c'est qu'on est quand même dans un moment où il se passe beaucoup de choses. Et pas la sincérité d'Olivier Faure lorsqu'il dit qu'il pense pouvoir faire passer un certain nombre de mesures. La taxe Zuckman, la retraite à 62 ans, la taxe sur les au patrimoine. Je pense que M. Olivier Faure et les dirigeants socialistes qui se succèdent sur les plateaux sèment des illusions. Ah oui, merci. Et en plus, t'en as eu la confirmation aujourd'hui. Après, on n'est pas sorti d'affaire. Hein. Peut-être qu'ils vont prendre des socialistes dans le gouvernement. Les gens, c'est possible. Hein. Peut-être qu'ils vont réussir à dégoter des socialistes ou des gens de l'après ou que sais-je. Alors par contre, si c'est des gens de l'après, ils ont vraiment touché le fond. Si
par hasard, parce que je veux bien qu'on examine tous les scénarios, y compris les plus loufoques. Parce que bon, pourquoi Olivier Faure dans ce cas-là? Ça pourrait être, je sais pas, un représentant du groupe Lyot à l'Assemblée nationale, une écologiste, un communiste, un insoumis. Charles de Courson avait d'ailleurs fait acte de candidature. Un insoumis, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, on pourrait se poser... Vous êtes candidat pour Matignon? Mais non, je ne le suis pas, mais on pourrait se poser toutes les questions, Mais vous voyez. pas Attendez, je vais répondre Marine à votre Tondelier, elle question. est quasiment là. Après, je répondrai. Allez-y, et ensuite on écoute Olivier Faure. Après, Oui, il y a quelqu'un qui disait Panot l'a mentionné à l'Assemblée. Pour moi, il y avait de grandes chances qu'ils se disent que ça soit le cornu. C'était un peu le meilleur candidat possible à la succession, en quelque sorte. Tu vois, la meilleure carte que Macron pouvait jouer. Du coup, c'est quand même de l'enfumage, hein. Quand il répond ça sur un plateau télé, il se fout un peu de leur gueule. En même temps, il a raison de le faire. répondrai à d'autres questions. La réalité aujourd'hui, c'est que si Monsieur Faure ou qui que ce soit devait être nommé, moi, mon problème, c'est pas l'étiquette. C'est pour faire quel programme politique. Or, vous voyez bien que Monsieur Faure a déjà déchiré le programme du Nouveau Front Populaire. Vous vous rendez compte? Le NFP, c'était déjà une version light du programme de l'Avenir en commun. Et maintenant, ça y est, c'est trop pour Faure. On revient sur les concessions qu'on a déjà fait. On refait une concession de la concession. Commun l'année dernière, Lucie Castet. pour nous dire maintenant, en fait, je veux rentrer à Matignon, quel que soit le programme. Mais ça, c'est pas possible. Donc, moi, mon sujet... Il n'a pas dit ça. Et moi, j'ai vu un tweet de Garrido qui a dit les insoumis ne veulent pas aller au pouvoir, alors que si jamais on était au gouvernement, on ferait passer la taxe Zuckman en 1 an. Ça veut dire qu'un truc qui était juste une mesure d'ajustement pour un budget, ça devient la mesure phare d'un programme politique. Hein. En mode, regardez, on va faire passer la taxe Zuckman. Mais nous, on veut qu'elle passe jour 1, en fait. C'est le minimum. Après, on fera d'autres choses. Mais c'est le minimum, en fait, déjà pour avoir un budget, quoi. Montrez vous-même que Jean-Luc Mélenchon avait cassé l'union de la gauche ce soir. Et qu'il n'avait même pas l'intention de soutenir un gouvernement qui viendrait de la gauche. Mais moi, je souhaite au contraire l'unité de la gauche et des écologistes, faire en sorte que nous puissions gouverner ensemble et puis avancer, parce que je crois qu'il y a aujourd'hui un besoin de gauche dans ce pays. Il vous accuse d'avoir cassé l'union de la gauche. Mais Olivier Faure devrait assumer ses positions. Vous savez, il y a à peu près une semaine, il disait sur vos plateaux de télévision, d'ailleurs, qu'il n'y aurait plus jamais d'accord programmatique avec la France insoumise. Vous en rappelez? Donc maintenant, il essaye de renverser la situation pour dire non, c'est pas moi, c'est les autres. Franchement, c'est pas très sérieux. Attendez, je veux juste dire une chose. J'aurais besoin d'une je veux précision expliquer pourquoi, de mon point de vue, il sème des illusions. Parce que ce que je trouve formidable dans le débat de ce soir, c'est qu'on fait comme si l'année dernière, on n'avait pas déjà assisté à la même comédie. L'année dernière, Monsieur Faure a dit il faut qu'il y ait un Premier ministre de gauche. Et puis après, il a dit sinon, on censurera le gouvernement. Oui, et puis après, il a décidé de sauver Bayrou. Le problème, c'est que Monsieur Faure, il a déjà bradé les 2/3 du programme du Nouveau Front Populaire et c'est la base de sa négociation avec le bloc central macroniste. À la fin, il n'en sortira rien. Donc non, il n'y aura pas d'avancée. Je vous repose la question. Le non-soutien, est-ce que ça veut dire censure? C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que si Olivier Faure, effectivement, arrive à Matignon, vous censurerez? Mais en fait, encore une fois, pardon, mais mon sujet, c'est pas un sujet d'étiquette. Bon, déjà, c'est même plus le sujet, c'est le cornu. Qu'est-ce qui a changé depuis 1 an? Pas grand-chose, en fait. Et il y a 1 an, vous étiez prêt à ce qu'il y ait un Premier ministre de gauche. Pourquoi, aujourd'hui, eh bien, c'est un non ferme et définitif, comme vous venez de l'exprimer, alors que Zuckman, retraite à 62 ans, ou suspension... 3 ans, monsieur. Mais et ça n'a pas changé. Enfin, LFI n'a pas changé sur le nom. Ah, après, si. En fait, notre plus grande erreur, c'est d'avoir bandé sur NFP Lucie Castet. Hein. C'est d'avoir donné... Ouais. Dans les propositions de monsieur Faure et du Parti Socialiste, il n'y a pas 1 euro d'investissement pour la transition écologique. Il n'y a pas 1 euro d'investissement dans la transition écologique et les écolos sont derrière lui. C'est fou quand même. Hein. C'est fou. Hein. En fait, moi, je suis désolé, mais je trouve que le parti écologique, je veux dire, au-delà de la blague de Tondelier, rara, les pizzas, là, elle veut gratter de l'attention, tu vois, de ce truc-là. Moi, je trouve que ça a été un des plus grands contre son camp politique parce que l'écologie est une donnée qui est rentrée dans les esprits. Tout le monde s'empare de la question, même de façon hypocrite, à savoir que, soit ils cachent le fait qu'ils enlèvent des investissements pour la transition écologique, mais ils vont quand même vous dire qu'il faut, je sais pas moi, un capitalisme vert. Ils vont essayer d'adresser certaines questions. En fait, Europe Écologie Les Verts, c'est un parti qui sauve sa peau, mais qui ne parle pas d'écologie. Moi, j'ai l'impression... Enfin, il parle d'écologie de jardinage. Marine Tondelier, elle a à peine du mal à aligner 2 mots en matière d'anticapitalisme ou d'économie marxiste ou quoi que ce soit. Elle n'a pas de colonne vertébrale. Sa campagne, elle l'a faite sur la bonté et la tendresse, hein, rappel. Et globalement, ils sont creux, quoi. Et en fait, c'est juste des apparatchiks, des espèces de technocrates de la politique
des carriéristes qui cherchent, en fait, leur move se résume à leur capacité de trouver des places dans un gouvernement ou d'avoir des sièges dans une assemblée ou d'avoir des sièges au Parlement européen. En fait, c'est la médiocrité de ce parti, c'est que tous ces moves ne peuvent pas être expliqués sur un point de vue écologique, mais sur un point de vue carriériste, tu peux tous les expliquer. C'est ça qui est dingue, quoi. Vous vous rendez compte, on est arrivé à un seuil où ce parti explique ses décisions beaucoup plus sur l'aspect carriériste que sur sa ligne idéologique. Voilà, c'est vraiment... C'est une sclérose, en fait. Désolé pour les gens qui sont peut-être militants et tout ça. Moi, je trouve que Europe Écologie Les Verts est une chose sclérosée dans le champ politique. C'est une anomalie, en fait. C'est une anomalie qui continue de survivre en se foutant un peu de la gueule des gens. En ayant un discours mou qui drague les affects éco-anxieux, en ne proposant pas de solution politique. En fait, globalement, Europe Écologie Les Verts, tu rentres dedans quand t'es un normie écolo-anxieux, t'y passes 2-3 ans, tu commences à te former, à lire des bouquins, et tu te rends compte que c'est de la merde, et tu t'en vas. Et en fait, le parti existe, soit en se servant de militants, comme ça, qui brassent, souvent des gens assez jeunes, ou pas très politisés, qui finissent par se dégoûter du truc, ou alors en proposant des carrières à des gens, et dans ces cas-là, ces gens-là, ils font un compromis, ils savent qu'ils servent un peu à rien, mais par contre, ils rouleront pour le parti pour avoir des carrières. C'est vraiment c'est une erreur. C'est un problème, en fait, vraiment. Bref, comme le fucking PS. Ouais, mais à la limite, le fucking PS, au moins, là où il a quelque chose à faire valoir, même si c'est pas du tout un truc que je respecte, c'est ce fameux truc de « nous avons été aux manettes, nous avons été au gouvernement, nous avons des relations, nous connaissons les patrons d'industrie, nous connaissons les journalistes, nous avons des relais ». Parce que c'est vrai que ça, c'est une autre dimension de la politique. Pour appliquer ta politique, il faut aussi que tu aies des relais. Il faut aussi que tu puisses éparpiller des soutiens dans des tas d'industries, dans des tas de secteurs, dans des tas d'institutions, pour faire en sorte que les institutions ne bloquent pas le mécanisme de tes réformes, de tes trucs comme ça, tu vois. Parce que sinon on peut t'asphyxier, en fait, tu peux finir asphyxié. Donc en fait, le Parti Socialiste, ils ont un peu ce truc de dire on a le réseau, mais pour le maintenir on doit faire des compromis. Et c'est ça la vérité de la politique. C'est que vous ne pourrez pas être radical, parce que pour maintenir le réseau, vous devez faire des compromis, vu que le réseau il est détenu par des bourgeois. Et qu'on est nous-mêmes des bourgeois, donc ça nous va. Donc en fait, ils ont un peu ce truc de soyons réalistes. Quand ils en appellent au réalisme, c'est ça leur réalisme. C'est de dire la politique, elle se fait comme ça, et elle se fait pas dans la rupture. Et en fait, là où Mélenchon il est bon, c'est que Mélenchon, il a égrené sur des dizaines d'années cette capacité à avoir du réseau. Quand il dit il y a des insoumis partout, c'est une manière de dire je l'ai ce réseau. Après, moi je pense qu'il l'a pas tant que ça, parce que proposer une gauche de rupture et en plus avoir le réseau dans des tas d'institutions qui sont parfois des institutions très bourgeoises, très capitalistes, c'est quand même relativement difficile. Tu te fais plutôt des ennemis que des alliés. Mais il a quand même du réseau. Mais il a quand même des soutiens sur qui il peut compter. Et ça compte. Oui, donc en fait, pour moi, le Parti Socialiste, ils ont au moins cette prétention-là. Parce que Europe Écologie Les Verts, vous croyez qu'ils ont un réseau? Je pense que les gens les calculent pas, en fait. En fait, on les calcule pour faire du greenwashing, c'est tout. Mais sans plus, quoi. C'est juste une affaire de carriérisme, quoi. C'est bref. Chez les chercheurs. Mais les chercheurs se font eux-mêmes baiser par ce qu'est Europe Écologie Les Verts. Parce qu'en fait, comment ça se passe? En fait, beaucoup un peu le secteur de formation d'écologie Les Verts, ça ressemble à un TEDx. Ça veut dire qu'ils vont inviter des chercheurs. Par exemple, je sais pas moi, Jean-Michel qui travaille sur la pollinisation des abeilles. Hop, il va venir devant un parterre de Europe Écologie Les Verts, il va faire son discours. Et puis après, il va s'asseoir et il va se rendre compte que juste après, il y a un mec qui passe, qui est un mec qui est dans un secteur capitaliste et qui tient un discours qui va à l'inverse des recommandations que lui a fait. C'est ça Europe Écologie Les Verts. Ça veut dire qu'il y a des gens dans le système de formation qui se contredisent. Il y a des gens radicaux, il y a des gens qui proposent des solutions radicales par rapport au climat, et juste après, t'as un investisseur qui est en mode « Bon les gars, faut faire le capitalisme vert ». Les gens se contredisent au sein même du parti. Donc en fait, les intellectuels, les chercheurs se font récupérer pour faire de la formation, ils finissent par partir parce qu'ils se rendent compte que c'est de la merde et que ça se contredit. Ou alors, ils acceptent un bon billet et ils ferment leur gueule. C'est aussi là-dessus que ça se fait, en fait, ce genre d'initiative. Donc en fait, l'histoire même d'Europe Écologie Les Verts se résume à des dégoûts successifs d'intellectuels et de chercheurs. Je veux dire, si vous revenez aux origines, c'était qui le mec avec son verre d'eau, là? Comment il s'appelait déjà? C'est déjà le premier signe. Premiers intellectuels, premiers chercheurs à tourner le dos à Europe Écologie Les Verts en mode « Bon, ça sert à rien ». Oui, Dumont, voilà, René Dumont. Des René Dumont, il y en a eu des centaines.
Des gens qui étaient en mode bon, ça a l'air cool, et puis finalement ils se rendent compte que c'est une daube, et ils se retournent et ils essayent de plus faire une initiative de leur côté. Il y en a eu des tas. Et c'est l'histoire de ce parti, en fait. Manuel Bompard, on a assisté tout à l'heure à une discussion extrêmement rude entre Philippe Brun et Clémence Guettet. Au point que Philippe Brun a fini par dire à j'aurais voulu voir ça, moi. Clémence Guettet qu'il ressentait que désormais votre ennemi de classe, c'est l'expression qu'il a utilisée, n'était plus le RN, mais le PS. L'histoire vous jugera. Et il a même dit l'histoire vous jugera. Ouais, bon, c'est un peu con, mais bon. Non, mais il n'y a pas de oui, mais non, mais vous n'allez pas rentrer dans une fausse binarité. L'ennemi, c'est le RN et le PS. C'est les deux en même temps. Et pas pour les mêmes raisons et pas dans le même contexte. Mais c'est des adversaires. Enfin, c'est même des ennemis mortels pour ce qui est du RN, quoi. Genre. Qu'est-ce que j'ai dit qui laisse penser que je serais plus opposé au Parti Socialiste? Oui, c'est ça. En fait, créer une espèce de faux binarisme à la con, quoi. Comme si tu pouvais avoir qu'un seul adversaire, genre. Au Rassemblement National, au Bloc Central. On vient de censurer un gouvernement du Bloc Central. Quant à mon opposition au Rassemblement National, je pense que j'ai pas besoin d'en faire. Manuel Bompard, attendez, excusez-moi, parce que le débat, sinon, il devient un super politicien. Manuel Bompard, juste une chose. Moi, j'ai été élu sur un programme avec un contenu programmatique. J'ai des électrices et des électeurs. La façon dont on parle, c'est presque comme si les gens de LV comptent sur la capacité d'oubli des personnes qui n'y sont pas pour se rebrander en cool kid tous les 10-15 ans. Oui, il y a de ça. Oui. De la même manière que McDo mise sur le fait que les gens vont avoir des étoiles dans les yeux, bosser 1 an, être dégoûtés et partir. Ah, c'est littéralement ça. C'est un McDo de la politique, quoi. C'est que ça t'use et ça te dégoûte et en fait, il mise sur des primo-militants. C'est un parti de primo-militants, surtout. Sa base, elle est primo-militante, quoi. Finalement, ce que vous avancez, c'est que vous refusez même le principe de négociation, qui est la base de la démocratie. Donc... Non. La base de la démocratie, c'est d'encadrer le rapport de force et les désaccords. Mais c'est pas de forcer les gens à négocier. Si les gens sont pas d'accord, bah ils sont pas d'accord. Ça s'appelle l'opposition. Et elle est organisée dans le cadre de la représentativité à l'Assemblée, notamment. Donc non, c'est faux. Du coup, vous êtes un absolutiste. Vous arrivez, vous posez un programme et vous dites « Je n'y toucherai ni de près, ni de loin ». Ça s'appelle être pas un fils de pute, en fait. C'est même pas radical. Oui, c'est ça. C'est vraiment tout le monde baisse son froc et pas vous. Vous n'avez pas honte. Oui, mais sauf que ça devient, vous êtes contre la démocratie. Si vous baissez pas votre froc, vous êtes contre la démocratie, quoi. Vous pensez sincèrement que le président pourrait être destitué? Ben moi, je pense que le président de la République peut se retrouver dans une situation où il n'a pas d'autre choix que de partir. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il peut être destitué? Parce qu'il va dissoudre plus tard. Mais quand bien même il dissout, il aura jamais de majorité. Vous croyez que d'un coup, la dissolution, ça lui permet d'avoir une base? Il y a 3% des Français qui sont d'accord, qui sont confiants en la politique. Et la politique, actuellement, c'est celle du gouvernement. 3%. Ouais, ça va faire un hémicycle de fou, hein. Non, il est grillé, les gens. Il peut pas faire grand-chose. À part des 49.3 et un nouveau gouvernement de connards, quoi. En gros, Macron, il crame tous ses potes. Ouais, maintenant, il sait qu'il est infusible. Et maintenant, pour son ego, pour son orgueil, et pour les engagements qu'il a passés avec les bourgeois qui l'ont choisi comme petit poulain, ou comme petit cheval sur le jeu, il veut aller jusqu'au bout. Ok. Maintenant, est-ce qu'il crame ses potes? D'un point de vue d'image publique, il les crame, c'est sûr. Il les crame politiquement. Après, Bayrou, il a pu se cramer de plein de façons, il est toujours là. Hein. Enfin, je veux dire, il peut toujours être le maire de Pau ou que sais-je. Mais effectivement, il les crame. Mais est-ce qu'il les crame d'un point de vue professionnel et financier? Non. On a bien vu que des anciens de la Macronie ont fini, je sais pas, Castaner, il est devenu quoi? Il est devenu chargé commercial de Chine en France. Un tel, il est devenu chirurgien esthétique. Il y en a un autre, il est devenu propriétaire des ports de Marseille. En fait, il a aussi tout un réseau sur lequel il peut compter. Et quand il utilise quelqu'un comme fusible, bah, il y a aussi des promesses derrière. Il y a aussi des promesses. Soldat, tu as bien servi, tu seras rétribué une fois que tu sauteras. Je pense qu'il y a de ça qui se discute. Hein. Castex à la RATP, oui voilà. C'est-à-dire que ces gens-là retournent dans la société civile, mais à des très bonnes places. À des très bonnes places. Et parfois des places bien supérieures à ce qu'ils avaient avant de venir. Ils sont partis dans le privé, bah oui. Mais c'est comme ça en fait qu'il se garantit aussi une continuité politique. C'est qu'en fait, ok, il fait sauter des gens, ok, il crame politiquement des gens, mais ça veut pas dire que, in fine, ces gens-là veulent continuer à faire de la politique, ils veulent faire de l'argent. Et du coup, il leur offre une opportunité de se reconvertir ensuite. C'est pour ça qu'ils y vont. Bah oui, ils ont envie d'être rétribués. Ils ont envie d'obtenir récompense pour leur loyaux service.
Comme un seigneur, à l'époque du Moyen-Âge, offrait des terres à un soldat qui avait bien servi et qui avait peut-être perdu une jambe, un œil. Bah, c'est pas grave, au moins, il a obtenu une terre. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Notre motion de destitution, on l'a déjà déposée l'année dernière, elle a été jugée recevable à l'Assemblée nationale. Donc là, pardonnez-moi, mais l'argument que vous donnez... mais pour ça, il faut qu'elle soit votée après. Ah, voilà, donc c'est bien, on en revient à ce que je vous disais. Il faut donc que ça soit appuyé par une large majorité. Mais ça veut dire que vous ne ferez rien. Mais moi, je m'en suis jamais caché. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit qu'en parallèle du mouvement institutionnel qui est la motion de destitution, il faut un mouvement populaire, et c'est la raison pour laquelle moi j'appelle à la mobilisation, notamment mercredi. À partir de mercredi. À partir de mercredi, ensuite il y a déjà la date du Enfin, aujourd'hui, si le best-of sort demain. 18 septembre, en quelque sorte, comme rebond de cette mobilisation. Donc c'est la bordélisation du pays. C'est un mot qui a été utilisé par Jean-Luc Mélenchon. Hein. Non. Mais Monsieur Traire. Non, il a pas parlé de bordélisation. Il ferait pas ça, Mélenchon. Et faire en sorte qu'il y ait une discussion avec les autres forces politiques. Ah non, je pense au contraire que faire partir le président de la République, c'est vraiment faciliter les choses pour le pays. Mais il n'y a pas de discussion avec les forces politiques quand les gens sont dans la rue. La discussion, elle existe déjà même pas entre les flics et les manifestants. Pourquoi il y aurait des discussions politiques avec le mouvement social, quoi? Le mouvement social est une discussion politique en lui-même. Hein. Les gens discutent dans une manif. Hein. Il a dit qu'il y aurait des membres de la gauche et des écologistes. Oui, mais encore une fois, parce qu'après on peut refaire, si vous voulez, 3 fois le débat. C'est délicieux avec le recul. Ah ouais. Les voir blablater comme ça sur des potentiels premiers ministres, alors que dès le lendemain, il y en a un. En fait, là, ce qui est délicieux, c'est de se souvenir de le PS qui a passé 2 semaines à dire si jamais on nous appelle, on répond, bien sûr, on est prêt. Alors, on va être dur, hein, bien sûr. On va appliquer des mesures de gauche. Mais Monsieur Macron n'a pas le choix. Il doit nous appeler. Jour 1, J+1, fin de Bayrou, le lendemain, le cornu. Allez bien vous faire foutre, bande d'opportunistes. Olivier Faure nous dit, sur les salaires en dessous de 1 920 € par mois, il y aura 900 €, en gros, en plus de pouvoir d'achat par an pour ces personnes-là. Ok, donc ça fait une augmentation de quoi? De même pas 100 € par mois? C'est quoi, 80 balles sur le compte en plus? Par rapport à l'inflation, c'est même pas bien en fait, genre c'est juste un ajustement médiocre. Et vous nous dites, mieux vaut partir vers une éventuelle destitution, démission, etc., plutôt que soutenir une proposition comme ça. Mais pas du tout, Maxime Zitek. Je vais même vous dire les choses clairement. Si une telle proposition avait une quelconque chance de pouvoir arriver, non seulement je l'appuierais et je la soutiendrais totalement. Le problème, c'est que j'ai déjà vu la comédie l'année dernière où on nous a dit pareil. On nous a dit, oui, les insoumis, vous êtes la gauche. Et je me rappelle, c'est la gauche qui braille et la gauche qui travaille. Et puis nous, les socialistes... C'est pour les retraites ? On va obtenir des grandes victoires pour les Français. Moi, je veux bien à un moment qu'on refasse tout le temps la même série, mais à un moment, il faut faire un peu le bilan. Depuis la non-censure, puisque les socialistes n'ont pas censuré le gouvernement de François Bayrou, sur la base de cette même argumentation. Qu'est-ce qui a augmenté depuis 8 mois dans le pouvoir d'achat des Français? Qu'est-ce qui a augmenté dans le pouvoir d'achat des Français? Le cours du Laboubou est en train de s'écrouler sur Vinted. Le Laboubou coûte moins cher en ce moment. Moi, évidemment que je crache sur aucune augmentation pour les Françaises et les Français. Mais par contre, semer des illusions, c'est pire. Moi, je ne sème pas d'illusions. J'appelle à la bataille. J'appelle à la mobilisation. J'appelle au combat. Pour que les choses s'améliorent pour les Françaises et les Français, il faut faire partir le président de la République. Sapin et ensuite les questions des Français. Bompard, active tes calculateurs surpuissants. T'as un Laboubou, toi? Non, j'ai essayé de trouver une blague, mais non, j'ai pas de Laboubou. J'ai même pas de peluche. En fait, les peluches que j'ai, c'est juste des vieilles peluches de quand j'étais enfant. Mais j'ai pas de... Par contre, j'en ai. J'ai Nounours et Lapin. Vous voulez que je vous montre Nounours et Lapin? Attendez. Alors, moi j'ai pas de Laboubou, mais j'ai des vieux doudous. C'est pas la même chose. Alors regardez, lui c'est Nounours et il tire la gueule de fou. Il a vécu la guerre. Hein. Nounours, il a connu Anne Frank, je crois. Donc voilà, Nounours qui est dégueulasse. Il y a des résidus de peau sur lui. Et regardez, il est éventré à l'arrière. Il a tellement vécu, tu peux lui doigter la colonne vertébrale, quoi. Voilà, donc ça c'est Nounours. Et ça c'est Lapin. Et Lapin, lui, il a un peu mieux survécu. Mais lui, Lapin, il a une chatte. Tu peux rentrer là ton doigt. Et pas... Ah, derrière ça commence. Derrière, il y a un petit trou. Et là, il y a une trace de caca. Je sais pas ce que c'est. Mais voilà, mais je les aime. Hein. C'est mes doudous de quand j'étais enfant. Cramez-moi tout ça. Je t'emmerde. C'est mes doudous. Je les aime. C'est mes doudous à moi. Lave-les, non. Ouais, c'est peut-être une bonne idée. C'est vrai que je les lave pas. Mais est-ce que... ils ont une bonne odeur de crasse. Ça me rappelle mon enfance. Bon, allez, hop. Bref, voilà, mes doudous, quoi. Pardon. Vous appelez à la destitution. Oui. Vous n'appelez pas au rappel aux urnes, de revenir aux urnes et au vote des Français. Oui, c'est bien. Oui, tu résumes, quoi. Vous appelez à la mobilisation de la rue. On se demande, en vous écoutant, si vous voulez vraiment conquérir les institutions ou les faire tomber. Alors, vraiment, je vous le
C'est deux manières de les conquérir, dans tous les cas. Il vous aura pas échappé que quand j'appelle à la destitution du président de la République, c'est pour organiser une nouvelle élection présidentielle. À laquelle vous n'êtes pas prêt. Ah, si, je suis prêt, mais ça, c'est un autre débat. On en parlera si vous voulez. Non, parce que vous venez précisément de dire dans votre question que je n'appelle pas au retour aux urnes. Mais précisément, si je demande une élection présidentielle anticipée, c'est pour avoir un retour aux urnes. Par contre, j'ai l'impression et j'ai le sentiment, et d'ailleurs, je crois que c'est assez largement partagé par les Françaises et les Français, si j'en crois les enquêtes d'opinion, à considérer qu'on les croit, la dissolution, les gens se disent, mais est-ce que vraiment ça va résoudre le problème? Si c'est pour avoir la même configuration de l'Assemblée nationale, si c'est pour que M. Macron, à nouveau, ne tienne pas compte du résultat, à quoi bon? Vous ne pensez pas gagner les élections législatives, donc? C'est que peu importe si on les gagne et qu'on a plus de sièges que les autres ou pas, de toute façon, le pays est divisé. Et dans tous les cas, ça serait pas bon pour Macron. Genre, il aurait une assemblée divisée dans tous les cas. Elle est pas en sa faveur. Ça sera encore une assemblée en tripartie, là, enfin, en quelque sorte, en trois parties. Bloc de gauche, bloc centriste, et un peu de la droite, et bloc RN. Voilà. Ça va être la même configuration. Donc peu importe si on les gagne, on peut pas les gagner en fait. Tu y gagnes quand même parce que Macron a du mal à mener sa politique, à part en faisant des 49-3. Donc. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'une présidentielle permettrait de chambouler tout ça et de vous amener derrière complètement au pouvoir? Ah ben moi, évidemment que si vous avez une élection présidentielle, vous pouvez la gagner comme vous pouvez la perdre, monsieur Svitek. Mais contrairement à monsieur Macron, moi je suis un démocrate. Et quand on est un démocrate, ça veut dire qu'on accepte de gagner quand on gagne et on accepte de perdre quand on perd. Bah oui. Donc s'il y a une élection présidentielle, je pense qu'on peut avoir un vrai débat de société entre les différentes options qui sont sur la table. Et ensuite, les Français ils tranchent. Et si je perds, je perds. Mais si je gagne... Ils sont combien contre Manuel Bompard? Ils sont beaucoup. Moi, j'ai l'impression que quand Bompard il est sur un plateau comme ça, c'est cette scène de Hitman. Il veut affronter 10 combattants. Manuel Bompard chez BFM. Eh bien, je suis curieux de voir ça. Je suis curieux de voir ça, Manuel Bompard. Tu te crois si fort? Voilà, là, il a fait un tunnel, là. Il a parlé de la CSG. Tunnel. Alors là, sur le plateau, là, tout le monde se coupe la parole. Là, tout le monde veut l'attaquer. Et là, c'est Benjamin Duhamel qui se lance à son tour. Non, Benjamin Duhamel. Être un fils de Bourges ne te permet pas d'être un bon journaliste. Ah, voilà. Classical Manuel Bompard chez BFM TV. Question de Francis. Si Emmanuel Macron démissionne, quel candidat la France Insoumise pour le remplacer? Oh mais non, mais c'est pas Francis qui l'a écrit, c'est un journaliste. Mais attends, mais en fait, chaque plateau télé, cette question est posée. Est-ce que Mélenchon sera candidat? Alors désolé, mais là, c'est les journalistes qui ont voté. Hein. Puisque Jean-Luc Mélenchon n'arrive jamais jusqu'à l'Élysée, c'est ce que dit Francis. Ah bah ça c'est le point de vue de Francis. S'il doit y avoir une élection présidentielle, anticipée, je vous garantis que les Insoumis auront un candidat. Et évidemment, moi je m'en suis jamais caché, je l'ai toujours dit. Si elle doit avoir lieu demain. Pourquoi il y a des 3 petits points comme un boomer? Oui, c'est ça. Des points de suspension. À bon entendeur, nous sachons, nous savons. Jean-Luc Mélenchon me paraît effectivement sans doute la figure la mieux placée, la plus identifiée, qui je rappelle, parce que bon après Francis il donne son commentaire, mais je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, on parle pas d'il y a 15 ans, hein, c'était il y a 3 ans maintenant, aux dernières élections présidentielles, il a fait 22% des voix, à 600 000 voix près, il était qualifié au second tour et il éliminait l'extrême droite du deuxième tour. Certes, madame, mais dans ce cas-là, on peut dire que Lionel Jospin était presque au deuxième tour. Vous avez raison. On peut dire que bon. Mais vous avez raison. Mais vous connaissez la vie comme moi, madame de Malherbe. Il faut se battre pour essayer de gagner des victoires. Donc vous pensez que là, au prochain coup, ça... Oh, je sais pas si elle connaît cette vie-là. Et Apolline de Malherbe. Est-ce qu'elle s'est battue pour avoir ce qu'elle a? Je sais pas. Jean-Luc Mélenchon, la première fois, il a fait 11%. La deuxième fois, il a fait 19%. La troisième fois, il a fait 22%. Si on poursuit la courbe, la prochaine fois, ça passe. Mais je dis pas que c'est automatique, donc, mais demain... les gens, vous savez, dans une campagne électorale, ils ouvrent leurs esprits, regardent les différents programmes, et après, il faut convaincre, il faut être demain, meilleur, le candidat... Après un événement important comme celui d'aujourd'hui, le lendemain, eh bien, le président de la République peut très bien consulter l'ensemble des partis politiques. Est-ce que s'il vous invite et s'il vous consulte et demande de venir à l'Élysée, est-ce que vous y allez? Vraiment. Alors, question de con, alors que le lendemain, c'est le corps nu, quoi. Je suis journaliste à BFM TV, je mérite mon salaire. Je viens de poser une question sérieuse et je prends un air sérieux. Je suis en train de sonder l'âme de mon invité. Je suis un journaliste BFM TV. Pour vous consulter. S'il s'agit de nous inviter, comme il l'a fait l'année dernière, en disant « je vais parler avec les forces politiques pour qu'elles se mettent d'accord, pour essayer de construire une grande coalition »,
Il nous fait une imitation, Bompard. Tiens, Pour avoir votre avis, par exemple. Il en est pas question. Mais moi, mon avis, monsieur Tréhard, il est assez simple. Si je dois aller voir le président de la République, mais le mieux, c'est que je lui parle là, ce matin ou ce soir, par l'intermédiaire de ce plateau de télévision. Je pense qu'il doit partir. Je pense que vous savez, Oui. il y a eu dans Est-ce que l'histoire. vous iriez? Parce que le symbole est important. Bah, il pourrait y aller pour lui dire de partir. Ça pourrait être cool. Bonjour, monsieur le président. Oui, vous avez préparé du jus d'orange, des petits fours. Ok, j'étais juste venu vous dire de partir, quoi. Mais maintenant, je veux bien un petit four, je veux bien un jus d'orange, mais j'y vais. Salut. Moi, franchement, je serais à la place de Bompard. J'irais juste pour visiter les bureaux. Pour me dire, ah putain, c'est peut-être mes nouveaux bureaux. Moi, j'irais voir Macron, je serais en mode, bon, c'est vrai que c'est très sympa, l'Elysée. Je pense que, tu sais, je rentre dans la pièce et je dis merci pour le jus d'orange. Je pense que je mettrais un tableau ici, là. Et là, peut-être j'enlèverai la décoration, c'est moche. Je pense que je referai la peinture, un truc comme ça. Vous pensez pas? Tu vas avec un maître. Ah ouais, l'humiliation. Macron, il t'invite, il te reçoit, il attend que tu t'assoies, et en fait, il fait avec ton maître, et tu commences à mesurer. Ouais, j'ai une mezzanine, donc faut que je vois si elle rentre, quoi. Mais je crois que ça va, il y a l'espace, quoi. Nous, on a un point de vue, c'est un programme. Après, les gens veulent de notre programme, il s'applique. Les gens veulent pas de notre programme, il s'applique pas. Mais moi, je vais pas brader mon programme. Regardez-le. Oh, comme il est sérieux. C'est un journaliste BFM TV, vous le savez. Brader mon programme pour faire la lutte des places, vous voyez, ça m'intéresse pas. Merci Manuel. La lutte des places. Ça, c'est bien. Merci Bompard. On peut avoir un tuto sur comment ne pas être doomer panique. Merci pour le stream, ça met du baume au cœur. Tuto comment ne pas être doomer panique. Bah en fait, vu que c'est lié à ton impuissance, ta non-capacité d'agir sur le monde et de le transformer à ton échelle, bah, pose-toi les questions de comment tu peux agir pour transformer le monde à ton échelle. Et après, bah du coup, ça demande que tu sois dans le mouvement et que tu agisses. Mais voilà, j'ai pas d'autres solutions à te donner. Et en même temps, c'est une solution un peu de secours. En fait, c'est normal d'être doomer. C'est normal de bader. Genre, en fait, je pense même que c'est l'affect qui réunit les gens aujourd'hui. Donc en fait, le rejette pas cet affect. Il nourrit une colère en toi, mais c'est ce qui fait que bah, tu vas peut-être aller dans la rue où tu es en colère, ou tu vois, tu te fonds dans la masse de colère. Et comme il y a beaucoup de gens doomer comme toi, et c'est comme ça que vous créez un effet de masse, en fait, un rapport de force presque. Je viens de découvrir qu'on a un nouveau Premier ministre nul, oui. Après, nul, bah, c'est l'un des lieutenants les plus proches de Macron, donc c'est pas qu'il est nul, c'est juste qu'il va faire la même politique, mais sûrement de manière beaucoup plus pire, tu vois. Ça, c'est possible. Bon, bah voilà, c'est officiel, nous avons un Premier ministre. Gloire et longue vie à Le Cornu, qui est le dernier des suppôts de Satan, avec ses cornes, puisqu'il s'appelle Le Cornu. Au moins, on sait à quoi s'attendre, quoi. Cette fois-ci, il a des cornes. Cette fois-ci, on nous annonce la couleur, quoi. Au moins, on a ce privilège. Bref. Il vient d'où déjà, lui? C'est un lieutenant de longue date. Il était là dès le début avec Macron. À la base, c'est un républicain. C'est un républicain qui a été débauché par Macron. À savoir que quand Macron a été élu en 2017, Le Cornu a pris des responsabilités dans la Macronie et il a été rejeté par les républicains. Il a été, enfin à l'époque c'était l'UMP encore, je sais plus. Mais en tout cas, il a été balayé, quoi. On lui a enlevé sa carte du parti en quelque sorte. Le Cornu était à la Manif pour tous. Waouh, il y a beaucoup de choses à apprendre sur lui en tout cas. C'est déjà LR, ok. Mais voilà, il vient de ça. Et c'était un flic, et c'était le commandant de Benalla. Voilà. Je sais plus, le lieutenant, le commandant, je sais plus. Mais c'était un supérieur. Ancien ministre des Armées, c'est ça. Ça a filé droit. Encore plus de 49.3. Ça va être la fin du macronisme version hard, quoi. Je pense que c'est à ça qu'il faut s'attendre. Et bonne manif, et puis bon visionnage pour les gens qui ne peuvent pas y aller ou qui regardent ça de loin. Mais moi, je vous invite à y aller si vous pouvez. Et bien évidemment, faites attention. Allez, des bisous.